Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'Union européenne. Bon, déjà, vous savez tous, je pense, que la France fait partie de l'Union européenne, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui. Si je voulais en parler avec vous, c'est parce que l'Ukraine est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, tout comme 8 autres pays. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous la possibilité d'un nouvel élargissement de l'Union européenne. D'abord, il faut savoir que l'Union européenne s'est élargie à de nouveaux États à 7 reprises, passant de 6 pays fondateurs dans les années 1950 à 27 États membres à ce jour. Le dernier élargissement a eu lieu en 2013. L'intégration de nouveaux pays a connu un coup d'arrêt il y a une dizaine d'années, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a relancé le processus d'élargissement. Alors, pourquoi ça compte? Pourquoi la guerre relance le processus d'élargissement? Eh bien, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et le conflit qui a suivi ont relancé le processus d'élargissement de l'Union européenne, qui stagnait depuis une décennie. L'élargissement constitue un investissement géostratégique dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité, ont affirmé les dirigeants de l'Union européenne dans une déclaration commune d'octobre 2023, exposant leurs priorités. 4 nouveaux pays ont obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis le début du conflit. L'Ukraine, qui a déposé sa demande d'adhésion dès février 2022, ainsi que la Moldavie, la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. L'Union européenne a également relancé ces derniers mois le processus d'adhésion des pays des Balkans occidentaux, comme l'Albanie et la Serbie, dont les prémices remontent au début des années 2000. Nous devons être prêts, de part et d'autre, d'ici à 2030, à un élargissement, a estimé Charles Michel, le président du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne en août 2023. Mais l'adhésion à l'Union européenne ne se fait pas sans conditions. Cette adhésion apporte bien évidemment aux nouveaux États des avantages, comme la stabilité politique et l'augmentation des échanges grâce à l'accès au marché unique. En effet, l'élargissement du marché unique accroît la prospérité et les perspectives des entreprises et des citoyens européens et renforce la présence de l'Union européenne sur la scène internationale. Tout État européen qui respecte les valeurs démocratiques de l'Union européenne, comme la liberté, la démocratie, l'état de droit, et s'engage à les promouvoir, peut demander à adhérer à l'Union européenne, selon le traité sur l'Union européenne justement, également appelé le traité de Maastricht, un des traités constitutifs de l'Union européenne. Pour devenir membre, le pays candidat doit remplir 3 principaux critères politiques et économiques, appelés les critères de Copenhague. Ce pays doit mettre en œuvre, pendant les négociations d'adhésion,
des réformes pour satisfaire à ces critères. La capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux membres est également prise en compte. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est long et rigoureux, avec 3 étapes principales soumises à l'approbation unanime des pays membres. Voyons maintenant ensemble les 3 principaux critères d'adhésion, appelés justement les critères de Copenhague. Le premier est de disposer d'institutions stables pour garantir la démocratie, la primauté du droit, les droits humains et la protection des minorités. Ensuite, il faut avoir une économie de marché viable et la capacité à faire face à la pression concurrentielle du marché européen. Ensuite, il faut avoir la capacité d'assumer les obligations découlant de l'adhésion à l'Union européenne, soit de mettre en œuvre l'ensemble de la législation européenne. Il y a 3 grandes étapes du processus d'adhésion. La première est la candidature. Le Conseil de l'Union européenne accorde officiellement le statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE, sur recommandation de la Commission européenne qui a vérifié la capacité du pays candidat à remplir les critères d'adhésion. Ensuite, il y a les négociations formelles d'adhésion. Au cours de ce processus, le pays candidat met en place des réformes judiciaires, économiques, pour répondre aux critères d'adhésion. Et enfin, nous avons l'adhésion. Une fois que le pays candidat est prêt, un traité d'adhésion est élaboré, précisant les modalités et conditions de l'adhésion. Le traité doit être approuvé par les différentes institutions de l'Union européenne, puis signé et ratifié par tous les États membres et par le pays candidat. Mais l'élargissement pose aussi de nombreux défis et accroît la complexité institutionnelle de l'Union européenne, rendant parfois plus difficile la prise de décision. Un groupe d'experts mandaté par la France et l'Allemagne a estimé dans un rapport de septembre 2023 que l'Union européenne devait procéder à des réformes avant tout nouvel élargissement. Faute de quoi, la capacité de l'Union européenne à fonctionner correctement sera menacée. Ce groupe d'experts recommandait par exemple de généraliser le vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire un vote rassemblant au moins 55% des États membres et qui représente au moins 65% de la population totale de l'Union européenne. Et ce vote devrait être généralisé dans tous les domaines de décision relevant encore de l'unanimité au Conseil de l'Union européenne, qui rassemble, je vous rappelle, les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Le Conseil de l'UE doit voter à l'unanimité sur certains domaines, dont la fiscalité et la politique étrangère et de sécurité commune. Cette règle confère ainsi un droit de veto à chacun des États membres, qui peut en user pour bloquer une décision ou peser dans des négociations. J'aimerais maintenant citer le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a dit en août 2023 : pour être plus forte et plus sûre, l'Union européenne
doit renforcer ses liens et devenir plus puissante. C'est pourquoi le temps est venu de relever le défi de l'élargissement. Est-ce que vous pensez, vous, comme Charles Michel, que pour être plus forte et plus sûre, l'Union européenne doit s'élargir et accepter de nouveaux pays? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant, revenons sur quelques dates très importantes à retenir sur l'histoire de l'Union européenne. La première, c'est 1957, la fondation de la CEE. En 1957, 6 pays, la Belgique, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, signent le traité de Rome, qui institue la Communauté économique européenne, CEE. Ils se disent déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, après le succès de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qu'ils avaient fondée en 1952 après la Seconde Guerre mondiale pour créer les conditions d'une paix durable sur le continent. La CEE élargit leur domaine de coopération économique. Elle établit un marché commun basé sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, et prévoit l'instauration de politiques communes dans plusieurs secteurs, l'agriculture, transport, etc. La CEE entre en vigueur le 1er janvier 1958. Elle intégrera de nouveaux membres à partir de 1973, puis deviendra l'Union européenne en 1993, après la signature du traité de Maastricht qui ajoutera une vocation politique à la communauté. La deuxième date qu'il faudrait retenir est la suivante. 2004. 10 pays intègrent l'UE en 2004. C'est un élargissement historique. L'Union européenne passe alors de 15 à 25 États membres, soit le plus important élargissement qu'elle ait connu à ce jour. Les nouveaux États membres sont pour la plupart issus de l'ancien bloc soviétique. Cet élargissement clôt un long processus d'adhésion qui a permis la réunification du peuple européen, divisé durant un demi-siècle par le rideau de fer et la guerre froide, jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Si l'intégration de ces nouveaux pays, aux situations économiques variées, permet d'élargir le marché unique et de stimuler la croissance, elle demande aussi à l'Union européenne des efforts financiers pour les assister dans le cadre de la préadhésion. Ces 10 pays bénéficient encore aujourd'hui du Fonds de cohésion, un dispositif de l'Union européenne destiné aux régions les moins développées pour les aider à rattraper leur retard de développement. 2013. Le coup d'arrêt. L'adhésion de la Croatie en 2013, qui devient le 28e membre de l'UE, est le dernier élargissement en date. L'année suivante, Jean-Claude Juncker, sur le point de devenir président de la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'UE, déclare dans un discours sur ses orientations politiques que l'UE a besoin de faire une pause dans son processus d'élargissement
afin de consolider ce qui a été réalisé à 28. Si les négociations continueront avec les pays candidats des Balkans occidentaux, il n'y aura pas de nouvel élargissement sous sa présidence. Ce coup d'arrêt s'explique en partie par le bilan mitigé des derniers élargissements de 2004 et 2007. En effet, il y a eu un recul des libertés et de la démocratie en Pologne et en Hongrie, ainsi qu'une importante corruption en Roumanie et en Bulgarie, qui sont entrés en 2007. 2020. Le retrait inédit d'un État membre. Le Royaume-Uni, membre depuis 1973, quitte officiellement l'Union européenne en janvier 2020. Ce départ est l'aboutissement d'un long processus de négociation sur les conditions du retrait, qui a commencé après un référendum en 2016 au Royaume-Uni sur l'appartenance du pays à l'UE. Les partisans du Brexit ont mis en avant un retour à la souveraineté du pays en matière économique ou encore migratoire. L'Union européenne et le Royaume-Uni concluent par la suite des accords pour régir leurs relations futures. Le Brexit s'accompagne, à compter de 2021, d'un retour des contrôles douaniers sur les marchandises et de la fin de la libre circulation des personnes. Le Royaume-Uni est le seul État à ce jour à avoir quitté l'Union européenne. Jusqu'alors, seuls des territoires relevant d'États membres, comme l'Algérie pour la France et le Groenland pour le Danemark, en étaient sortis. Des revendications politiques de sortie de l'Union européenne émergent dans d'autres pays, comme le Frexit ou le Polexit. Le retrait volontaire et unilatéral d'un pays de l'UE est prévu par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Revenons sur un chiffre important lorsque l'on parle d'élargissement de l'Union européenne. Ce chiffre est le chiffre 9. 9 pays candidats ont aujourd'hui le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union européenne. Il y a l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Tous n'en sont pas au même stade de la procédure d'adhésion. Dans le cas de la Turquie, les négociations, qui ont débuté en 2005, sont au point mort depuis 2018, en raison de la dégradation constante de la situation en matière de démocratie, d'état de droit et de droits fondamentaux. Par ailleurs, le Kosovo a déposé sa candidature, mais n'a toujours pas obtenu à ce jour le statut de candidat. Est-ce que vous saviez que le processus d'adhésion a pris en moyenne 9 ans pour les 21 États membres actuels qui ont adhéré à l'Union européenne après sa fondation? Ce temps du processus peut toutefois varier considérablement d'un pays à l'autre. Il était par exemple de 3 ans pour la Finlande et de 14 ans pour Malte et Chypre. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous expliquer quelles sont toutes les institutions de l'Union européenne et je voulais surtout revenir sur ma question initiale. On parlait d'élargissement et notamment de l'acceptation ou non
de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Certains sont pour et d'autres sont contre. Et je voulais partager avec vous une citation de Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, en décembre 2023. Le travail de préparation pour que l'Ukraine puisse devenir membre de l'UE d'une manière bien structurée, apportant davantage que cela ne nous coûterait, n'a pas été fait. Il est donc préférable de ne pas commencer à négocier. Je vous laisse avec cette citation. Cela, j'espère, vous fera réfléchir sur les pour et les contre de l'acceptation de l'Ukraine. Si jamais vous avez aimé ce podcast et cet épisode, n'hésitez vraiment pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment très important. Je le répète, c'est très important pour permettre au podcast d'être connu à un plus grand nombre et me permettre de continuer, car ça m'encourage et ça me montre que vous aimez ce que je fais et que je ne travaille pas pour rien. N'oubliez pas aussi de parler de ce podcast à tous vos proches, vos amis, vos collègues, vos connaissances, toute personne dans votre entourage qui étudie le français et qui pourrait bénéficier de ce podcast. Il est temps de se quitter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Carlito. Ciao.